Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. C'est un plaisir de vous retrouver. Et ce soir, nous allons vraiment pouvoir voir les choses d'une autre façon grâce à une personne extraordinaire dont je viens de lire le livre d'ailleurs, qui est passionnant, Brigitte Faux, qui est avec nous ce soir et qui va nous montrer une autre vision de tout ce qu'on nous a appris que celle que les médias ou l'éducation nous ont fait croire être la vérité. Alors, Brigitte, je suis très heureux de t'accueillir ce soir. Je te laisse te présenter à nos auditeurs. Bonsoir. Donc, je suis une retraitée, une retraitée active. Et j'ai découvert les travaux d'Antoine Béchamp alors que j'étais à la retraite déjà. J'ai utilisé à bon escient ce temps si précieux qu'on ne prend que rarement. Voilà, j'ai laissé faire les choses. J'ai appris beaucoup de choses comme ça. Qui suis-je? J'ai une carrière d'ingénieur dans les télécoms et j'ai fait des études en biologie, en biochimie, et donc qui m'a donné la curiosité scientifique qui était nécessaire pour aller plus loin par rapport à ce qui se passe actuellement en particulier. Voilà. Et quelle découverte as-tu fait en t'intéressant à ce grand professeur Antoine Béchamp? Raconte-nous un peu ton aventure avec lui. Alors, Antoine Béchamp, c'est... en fait, quand j'ai lu son livre, c'était en 2017, j'ai été vraiment bouleversée parce que d'un seul coup, j'ai eu l'impression qu'on nous avait trompés. Moi, en tant que scientifique en particulier, j'avais vraiment l'impression qu'on nous avait trompés. Et je me suis dit, mais comment faire pour essayer de faire comprendre aux scientifiques qu'ils doivent s'intéresser aux travaux de Béchamp. Et ça, c'est la plus grosse difficulté. Pourquoi s'intéresser aux travaux de Béchamp? Parce qu'en fait, d'un seul coup, on a une vision des microbes totalement différente. D'ailleurs, on les appelle plus des microbes avec Antoine Béchamp, on les appelle microzima. Et donc, on les appelle microzima. Pourquoi? Parce que ce sont des petits ferments, microzima, zime signifiant ferment. Ce sont des petits ferments et on se rend compte qu'ils sont à la base de toute matière vivante et qu'ils sont constitutifs de tous les organismes vivants sans lesquels ils ne seraient pas vivants. Donc, en fait, ils sont essentiels à la vie. Et les scientifiques pensent que les cellules sont l'élément vital de tout organisme vivant. Eh bien non. Les cellules, elles vont, elles viennent, elles disparaissent, elles se détruisent. Les microzima, eux, sont plus petits, sont à l'origine de tous les organismes vivants et à la fin de tous les organismes vivants. Tout organisme vivant est réductible au microzima. Et ces petits ferments, Antoine Béchamp les a étudiés pendant très très longtemps. Voilà. Et ce qui est énorme, c'est qu'en fait, on a peur des microbes. Mais on n'a pas peur des microzima. Pourquoi? Parce que les microzima sont la vie tout simplement. Et ce qu'on appelle microbes, ce sont les restes des organismes vivants qui continuent leur vie de ferment autonome, qui ne sont en aucun cas des parasites. Oui, mais ça contredit tout à fait ce que le grand Pasteur nous a dit, que les virus et les microbes, c'était des ennemis, qu'il fallait les combattre. Mais Pasteur et Béchamp étaient d'accord au début. Au milieu du 19e siècle, on cherchait à comprendre qu'est-ce que c'était que ces microbes qui intervenaient dans nos organismes. Et ils ont fait, c'est ce qu'on appelle, il y avait pas mal de chercheurs qui pensaient qu'ils apparaissaient de manière spontanée comme ça. C'est ce qu'on appelle la génération spontanée. Et Béchamp et Pasteur étaient d'accord, eux, tout à fait d'accord pour dire que non, on peut pas, ça peut pas apparaître de cette manière-là. Il faut trouver une explication, il faut arriver à comprendre. Donc, ils ont pensé qu'il venait de l'air, ce qu'on croit toujours actuellement d'ailleurs. On pense toujours.
Et en réalité, ils ont fait donc des expériences, tous, ceux qui croyaient à la génération spontanée, ceux qui n'y croyaient pas. Ils ont fait des expériences pour montrer que c'était les uns, que c'était des germes de l'air qui permettaient le développement de ces microbes, et puis les autres, que c'était que ces microbes apparaissaient tout seuls. Et les expériences ont toutes donné les mêmes résultats, toutes. Et on s'est aperçu qu'en essayant de protéger complètement, ils ont fait quand même des manipulations, des expériences extrêmes, hein, pour essayer de vraiment s'isoler complètement des germes de l'air. Hein. Ces mêmes expériences avec des matières inertes, avec un sucre pur par exemple, il n'y avait aucun micro-organisme qui n'apparaissait. Donc les expériences étaient bonnes. Maintenant, il y avait quelque chose à l'intérieur des matières vivantes qui faisait que, malgré toutes ces conditions de stérilité extrême, on avait systématiquement apparition de micro-organismes. Comme un morceau de viande prélevé dans des conditions saines, stériles, une viande saine bien sûr, la viande, les bactéries naissaient au cœur de la viande, pas en son pourtour, au cœur de la viande. Et donc, il y avait vraiment de quoi se poser des questions. Et Antoine Béchamp se les a posées, ces questions. Alors que Pasteur a refusé de voir la réalité et a décrété que nous étions stériles parce que c'est quelque chose, l'asepsie des animaux, c'est quelque chose, c'est un dogme et que tout le monde a accepté par la suite, alors que ce n'était pas démontré et que toutes les expériences prouvaient le contraire. Par contre, en revanche, je dis tout le temps par contre, en revanche, Antoine Béchamp, lui, a continué vraiment à chercher à comprendre. Il a passé du temps avec son équipe, hein, il n'était pas tout seul. Il a passé beaucoup de temps à étudier tout ça et tous ces travaux sont tels qu'il faut vraiment que les scientifiques s'y intéressent, hein, parce que ça remet en question toute la science, hein, toute la science. La difficulté, c'est que les scientifiques, ils ont été tellement entraînés dans cette voie-là qu'ils ont du mal, ils ont eu la tête mise à l'envers en fait. Ils marchent sur la tête, les scientifiques, et ils ne le savent pas. Et si on leur dit les micro-organismes naissent dans nos organismes dits stériles, parce qu'ils ne sont pas stériles, ils vont dire mais si, ils sont stériles, mais ces micro-organismes se sont introduits à un moment donné, c'est tout. C'est-à-dire qu'ils continuent à raisonner sur la base d'un dogme faux, sans remonter à la source de ce dogme. Et on a beau leur dire, mais le dogme est faux, eh bien, mais non, mais on voit bien que... Et d'ailleurs, ils se posent énormément de questions, les scientifiques. Ils prétendent que finalement, obtenir la stérilité, c'est quelque chose d'impossible. Et pour cause, puisqu'il naît toujours des micro-organismes, des matières vivantes. Donc, ils ont l'impression que c'est les mises en œuvre qui sont mauvaises. Et en fait, ils essaient systématiquement d'apporter des explications par rapport à leurs repères. Et c'est très difficile pour les scientifiques, en fait, parce que il faut qu'ils remettent en cause ces repères. Alors, vous vous rendez compte, hein, on dit aux biologistes, on dit aux virologues, aux enzymologistes, à tous, on leur dit, mais il faut repartir du départ. On ne peut pas se permettre de repartir de quelque chose qui a été interprété sur des bases fausses, et puis réfléchir, raisonner sur cette base, elle est fausse. Donc tout raisonnement qui vient derrière ne peut pas être bon. Donc c'est ça qu'il faut mettre en évidence, c'est que le point de départ est faux. Et tant qu'on ne se posera pas ces questions-là, voilà. Je pense aux enzymologistes en particulier. C'est énorme, parce que si je pose la question à un enzymologiste, mais pour vous, les enzymes, ils viennent d'où? Eh ben, tu mets les enzymes, ils suivent le circuit des protéines. Mais je dis, mais attends, le circuit des protéines, ça utilise des enzymes. On n'obtient pas des protéines sans enzymes. Donc, comment on peut produire des enzymes alors qu'on en a besoin pour les produire? Et donc, voilà. Et il y a plein de choses qui sont incohérentes.
Et voilà, c'est très compliqué d'amener les scientifiques à se remettre en question. Quant à leur faire lire Béchamp, n'en parle, c'est pire encore. C'est pire encore parce que si on leur dit lisez Béchamp, c'est même pas la peine, ils ferment la porte. Et donc c'est pour ça que j'ai fait cette synthèse, ce livre, parce que déjà leur donner l'occasion d'avoir quelque chose de relativement, pour les rares scientifiques qui auront l'ouverture et l'envie de lire, déjà avoir quelque chose qui soit suffisamment concis va peut-être leur permettre de s'intéresser au sujet et d'aller plus loin. Donc j'ai essayé de faire ça de manière pragmatique et surtout d'amener les choses parce qu'en fait, il m'a fallu quand même 5 ans pour faire une synthèse des travaux de Béchamp. Mais quand on attaque les livres de Béchamp, je ne sais pas si vous voyez, j'ai le livre là, le livre de Béchamp, vous voyez, le livre que j'ai acheté, il est énorme. Donc si je regarde par rapport au mien, mon petit, j'ai fait une petite synthèse volontairement parce que dire aux scientifiques, il faut que vous lisiez Béchamp, c'est impossible, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, j'ai dit, là, il faut faire quelque chose. Et donc, je me suis retrouvée, c'était l'année dernière, c'est Jérémy Mercier, tu le connais bien, qui m'a contacté, qui m'a dit, tu as l'air de bien connaître le sujet. Et j'ai dit, oui. Il me dit, écoute, tu pourrais nous faire une synthèse, quelque chose. Et là, je me suis dit, il faut que je me lance. Je me lance, et donc je me suis lancée. Ça a été 1 mois, j'ai eu 1 mois de réflexion. Et ça a été énorme ce mois-là, parce qu'en fait, j'ai réussi à mettre petit à petit les choses à leur place. Les livres de Béchamp, là, c'en est un, mais il a d'autres livres, puis à chaque fois, c'est des livres énormes. Donc, sa théorie, on ne la retrouve nulle part dans sa globalité. C'est-à-dire que ces livres, c'est tout un tas d'expériences, c'est tout un tas de constats, mais arriver à comprendre l'ensemble, c'était quelque chose qui demandait un sens de la synthèse que j'avais finalement. Donc, ça aurait été dommage de ne pas l'utiliser. Voilà. C'est vrai. Voilà. C'est vrai qu'il y a des auteurs comme ça qui... on n'y arrive pas tout seul, il faut être aidé par quelqu'un qui en extrait la substantifique moelle. Et c'est ce que tu as fait. Moi, je veux dire, j'ai lu le livre avec passion parce que tu as réussi à rendre simple des idées qui sont quand même très complexes, mais qui sont toutes... Le côté passionnant, c'est le débat fondamental, c'est d'où vient la vie. Et si la vie vient des microzymas, ça veut dire que c'est notre corps qui fabrique de l'intérieur des virus et des bactéries, donc ils sont utiles. Donc ça change complètement de la vision qu'ils font tous, que ce sont des ennemis de l'extérieur. C'est un autre monde. Complètement. Oui. Et donc, mais il y a eu d'autres gens à l'époque. Contre Pasteur, il y avait finalement pas mal d'autres savants qui n'étaient pas d'accord avec lui et qui essayaient de... Mais Pasteur a écrasé tout le monde sous le poids de sa notoriété et puis du fait que c'était aussi, il faut le dire, maintenant on a toutes les preuves, un grand menteur, un grand stratège pour écraser ses ennemis, récupérer leur... Enfin bref, il a eu des comportements tout à fait hallucinants. On peut même dire c'était un véritable escroc. Aujourd'hui, on a toutes les preuves de ça. Mais du coup, c'est les vrais scientifiques comme Béchamp qui en ont fait les frais. Exactement. Parce qu'ils se sont mis, ils ont été rejetés aux oubliettes alors qu'ils étaient dans les vérités de la vraie science. La vraie science, c'est l'étude du vivant. Alors que la pseudo-science, c'est une espèce de science qui plaît aux marchands parce qu'on va vous vendre des produits basés sur la peur de quelque chose. Et c'est vrai que la peur des microbes a fait, ah là là, qu'est-ce que ça donnait Big Pharma, cette peur. Exactement, oui, ça a été monté en épingle, c'est-à-dire que Pasteur était sans doute ambitieux, mais derrière, il y a beaucoup de gens qui ont profité de cette aubaine. Voilà, donc... Mais c'est pas différent de maintenant, c'est-à-dire qu'on voit comment ça se passe actuellement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un médecin, un chercheur n'est pas d'accord avec la doxa, il est ostracisé, et c'est exactement ce qui s'est produit il y a 150 ans pour Antoine Béchamp. Voilà. Et son livre, là, le livre que je montrais,
ce livre-là, il a eu du mal à le publier. Il l'a fait publier, mais même déjà, il a été très peu vendu, même à son époque. Et c'est vraiment grave, c'est grave. Et là, je remarquais récemment d'ailleurs que cette édition que j'ai, c'est une réimpression de la Bibliothèque nationale de France. Et je me disais que ça me réconciliait avec les institutions, parce que je réalisais que la Bibliothèque nationale de France avait cette ouverture et permettait, elle met tout à disposition. Et il suffit finalement d'être curieux et d'aller regarder pour trouver. On a tout à la Bibliothèque nationale de France. Voilà, donc ça m'a fait du bien de voir qu'il y avait une institution en France qui n'avait pas de parti pris et qui permettait d'avoir un accès à tout. Donc, c'est important de le relever. Et le fait de comprendre ces idées de Béchamp, qu'est-ce que ça change pour la vie quotidienne des gens? Quelles en sont les incidences? Oh là là, c'est énorme. Et c'est vrai que moi j'ai du mal quand je côtoie les uns et les autres, parce que personne n'a cette vision que j'ai maintenant. Et donc je m'écrase et je dis rien parce que je perdrai mon temps. Tant que les gens n'ont pas eu ce déclic à regarder, tout change. En fait, tout change. En fait, j'ai plus peur des microbes du tout. Du tout. Mais on s'aperçoit même d'ailleurs quand je parle aussi pas mal de bioélectronique dans le livre, parce que la bioélectronique, Vincent, permet de mesurer le milieu et donc justement de trouver les milieux dans lesquels vont se développer plus facilement des bactéries, etc., ou des moisissures. Et donc, finalement, on se rend compte que beaucoup d'aliments, quand on les mesure d'un point de vue bioélectronique, sont très sains pour nous. Et les aliments lactofermentés, par exemple, c'est rien d'autre que le légume ou le fruit qu'on met en pot avec une saumure. Et qu'est-ce qui se développe à l'intérieur? C'est bel et bien les microzymas du végétal. Et donc, c'est intéressant de savoir qu'en fait, des ferments, on en mange en permanence et qu'ils sont bons pour nous. Je sais pas, on voit les choses différemment et surtout, ces microzymas, lorsqu'ils sont apportés par les aliments, ils vont aller nourrir notre flore intestinale. Parce qu'on se pose aussi la question, quand les scientifiques s'interrogent beaucoup au microbiote intestinal, ils oublient du coup de s'interroger au microbiote interne, au microbiome interne, puisque les micro-organismes n'y sont pas développés dans un organisme sain, mais ils y retrouvent des gènes microbiens dans les organismes. Et il y a finalement, moi je suis sur Twitter les publications concernant tout ce qui est microbiome, donc microbiote intestinal, mais les différents microbiotes et le microbiome interne. Et on s'aperçoit qu'il y a très peu de publications sur le microbiome interne. Parce que on est il y a un tube digestif et autour, tout le reste est considéré comme stérile pour les organismes. Et donc tout ce qu'on trouve dans les organismes, tout ce qu'on trouve en dehors du tube digestif à l'intérieur de nos organismes est considéré comme s'y étant introduit. Je reviens à ce que ça change dans la vie, c'est que ce microbiote intestinal, actuellement, des chercheurs cherchent les bactéries qui sont saines, qui sont jugées saines pour l'organisme, et sont capables de faire des transplantations de microbiote intestinal, en fait, des matières fécales. Et donc, c'est quand même incroyable qu'on fasse avaler sous forme de gélules des matières fécales aux gens pour rétablir leur microbiote intestinal. Alors qu'en fait, c'est quoi ce microbiote intestinal? C'est des microzymas de la personne saine et des aliments, puisque aliments végétaux, animaux, contiennent plein de microzymas et vont nourrir notre microbiote intestinal. Et qu'en fait, il faudrait, on voit bien que une nourriture saine, qui n'a pas subi
d'altération, Ouais, c'est de ça. pesticides, on s'aperçoit que ça nous nourrit bien. Il y a plein de travaux là-dessus qui constatent que la nourriture saine est bonne pour le terrain, en particulier. Mais le côté passionnant, c'est de comprendre que la vie est fondée sur les microzymas et les enzymes, et que c'est un des drames, c'est que dès qu'on cuit les aliments, on tue tous les enzymes. Donc on perd toute cette vie vivante, et du coup, notre corps doit mobiliser ces enzymes à lui pour digérer, et ça lui prend beaucoup de travail. Mais alors, quand on cuit, on tue les enzymes, mais on tue les microzymas aussi. C'est ça, exactement. C'est-à-dire, parce qu'en fait, ils sont capables de résister à beaucoup de choses, mais à les températures élevées, non. Donc, on tue les microzymas, donc on tue la vie de ce qu'on mange. On a intérêt à manger des aliments vivants, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est des lois universelles. Parce que les lois universelles, c'est que si on mange vivant, on amène de la vie dans notre corps, alors que si on mange des aliments dénaturés et tués par les processus chimiques et la cuisson, etc., forcément que si on met de la mort en nous… Et alors là, le côté passionnant, c'est de comprendre que notre corps, dans son extrême sagesse, il va utiliser virus et bactéries pour faire le travail de nettoyage. Donc, ce sont des amis, pas des ennemis. Tu es d'accord avec cette vision des choses? Eh ben, c'est nous, ces microbes qu'on a dans nos organismes, ce sont les nôtres. Donc, c'est être capable, et la science est incapable actuellement de savoir ce qui est nos propres micro-organismes de ceux qui sont externes. Et pourquoi? Parce que de toute façon, elle n'envisage pas que des micro-organismes puissent nous être propres. Mais en fait, ces micro-organismes, c'est nous, c'est le vivant en nous, c'est-à-dire on ne serait pas vivant sans eux. Et ils ne sont pas en symbiose, comme ils le prétendent. C'est marrant, on me demande d'intervenir, de présenter les travaux de Béchamp à des gens qui font de la biodynamie. C'est pareil, dans les végétaux, on a trouvé plein de petits micro-organismes qui se développent dans les végétaux naturellement, et on les appelle des endophytes. Et on considère qu'ils sont en symbiose dans le végétal. Et on ne comprend pas que sans eux, il n'y aurait pas de végétal, ils ne seraient pas vivants. C'est le vivant en nous, c'est le vivant dans le végétal, et c'est ça qui est difficile à faire comprendre, c'est-à-dire que c'est du soi, c'est la notion de soi qu'il faut absolument, il faut arriver à trouver le moyen de distinguer ce qui est soi et ce qui est extérieur. Et d'après ce que disait Béchamp, les micro-organismes extérieurs ne nous envahissent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas chez eux. Ils ne sont pas chez eux, c'est ça. Ils ne sont pas chez eux, tout simplement. Alors, il faudrait vraiment que nos organismes soient vraiment très dégradés pour intervenir. Et dans ces cas-là, c'est comme pour la putréfaction. C'est-à-dire que nos propres microzymas, quand on est mort, après nous avoir construit, nous avoir animés, tout ça, à partir du moment où on a perdu l'organisation, où on est mort, ces microzymas-là vont ramener les matières organiques à l'état minéral. Et c'est la putréfaction. Et c'est le principe de base, la fermentation, la putréfaction, c'est le principe de base du microzyma. Mais c'est la fermentation, notre métabolisme est une fermentation. C'est ça. Donc c'est leur boulot. C'est passionnant. Mais pensez que... Pensez que c'est quand même incroyable. On n'arrive pas à établir notre métabolisme par de simples réactions physico-chimiques. On s'est rendu compte qu'il fallait quelque chose d'autre, quelque chose de vivant pour réaliser notre métabolisme. Qu'est-ce qu'on est allé inventer? Puisqu'on est stérile, eh bien, on est allé inventer des archéobactéries qui se seraient introduits dans nos organismes pour faire notre métabolisme. Mais il faut être tordu quand même. Mais je crois que, et quand on a une science qui est aussi incohérente, je crois que il faut regarder les choses en face. Il y a vraiment un problème. On ne serait pas capable de faire notre propre métabolisme. On n'est pas vivant en fait. Voilà, tout simplement. Il n'y a que le vivant qui peut effectuer du métabolisme.
Ce qui est passionnant avec ça, c'est que ça remet en question énormément de dogmes, comme celui de la contagion. Moi, j'ai lu le livre de Dr. Cohen là-dessus, et on voit, et aussi celui de Hanselet, pour en finir avec Pasteur, où il montre très bien que le système immunitaire n'est pas du tout un système de guerrier qui lutte contre un agresseur extérieur. C'est un hymne à l'unité qui gère constamment les choses qui sont à nous et les choses qui ne doivent pas rester chez nous. Mais il n'y a pas du tout cette vision d'une menace extérieure. Il y a par contre le fait que quand l'organisme est trop intoxiqué, alors virus et bactéries sont utiles comme agents de nettoyage. C'est une vision. Et ils sont à nous, ce sont les nôtres. C'est-à-dire que l'immunologie est interprétée à l'envers parce que on croit que des choses qui sont à nous sont étrangères. Et donc ça change tout. Il y a que même l'immunologie, elle est basée sur des choses fausses. Et ce qu'il faut voir, il faut repenser les choses. Alors bien sûr, on a des intoxications, donc ce sont des éléments étrangers qu'on a ingurgités ou des éléments qu'on nous a introduits par injection, ou des éléments qu'on respire, des saletés qu'il peut y avoir dans l'atmosphère et tout ça. Il y a des stress aussi, plein de choses qui vont déstabiliser complètement notre équilibre et qui vont empêcher les microzymas de faire leur boulot correctement. Et dans ces cas-là, ils vont devenir virus ou bactéries uniquement parce qu'en fait, ils sont atteints par ce déséquilibre. Mais ce sont les nôtres, c'est du soi. Et l'immunologie, quand elle interprète des virus ou des bactéries comme étant étrangères, eh bien, il y a une erreur fondamentale à ce niveau-là. Et je me dis, bon, arrivé à un certain âge, on acquiert une sagesse, je pense. Je me dis que chaque chose arrive en son temps. Donc, je vois bien que tout ce que je peux mettre sur Béchamp, les gens ne le partagent pas. Il y a des gens qui vont être d'accord avec, mais la plupart du temps, c'est pas partagé. C'est pas partagé, comme si les gens avaient peur qu'on leur parle de Béchamp. Oui, mais ça, c'est vieux, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas, et ils se rendent pas compte que la solution est là, la solution est là, c'est revenir au dogme de base et remettre en question la science à partir de ces dogmes. Et on peut pas continuer comme on fait actuellement. Toutes les interprétations qui sont faites sont fausses. Qu'est-ce que tu préconises, parce que j'ai vu que tu parlais de bonnes habitudes. Qu'est-ce que tu préconises comme bonnes habitudes pour aller vers la santé? C'est le nom de mon site, Bonnes Habitudes. Alors, à l'époque où j'ai créé mon site, c'est la notion de terrain que j'ai comprise avec la bioélectronique, Vincent. Et donc, cette notion de terrain, essayer de se nourrir de choses, de s'environner aussi de choses qui vont être bonnes pour le terrain. Les bonnes habitudes, les pratiques au quotidien, c'est déjà boire une bonne eau, puisqu'on oublie souvent l'eau. Boire une bonne eau, c'est-à-dire une eau qui contient pas trop de minéraux. Ces minéraux qui sont pas assimilables dans les bouteilles d'eau en particulier. Je ne sais pas si à la source elles sont assimilables ou pas. Mais en tout cas, dans les bouteilles d'eau, elles ne sont pas assimilables. Et donc, ces minéraux vont tourner dans le sang et vont charger le sang. Et l'oxydation du sang et la minéralisation du sang sont la cause de la coagulation du sang d'après Louis-Claude Vincent. Il avait fait des mesures d'AVC et puis il a retrouvé une ligne droite carrément pour les paramètres évoluer. Et donc, il s'est aperçu qu'en fait, ça correspondait à ce qu'il appelle l'énergie vitale, qui était en watts, en microwatts, qui dépassait des valeurs de 500 microwatts. Donc, c'est un calcul, bon, on ne va pas rentrer dans les détails de la bioélectronique, mais on se rend compte que les minéraux dans l'eau, la nourriture transformée à l'excès conduisent à des problèmes de thrombose et à tous les problèmes d'une manière générale, aux maladies virales et aux maladies de notre société en général. Donc, c'est vrai.
C'est ça, les bonnes habitudes, c'est boire une eau saine. Mais par contre, je t'ai coupé. Non, non, tout à fait. C'est trouver effectivement une eau qui ne soit pas polluée et qui ne soit pas trop chargée en minéraux. Parce que c'est vrai que le but de l'eau, c'est surtout de nettoyer nos cellules. L'eau dont le corps a besoin, elle est apportée par les aliments. Quand on mange des fruits, des légumes, il y a de l'eau dedans. Et c'est cette eau-là qui est de l'eau organique qui nourrit vraiment notre corps. C'est pour ça que les gens qui mangent que des aliments vivants n'ont pratiquement pas besoin de boire parce qu'ils ont une eau vivante. Alors, boire pour nettoyer le corps, c'est bien, mais boire une eau chargée de minéraux comme il y a dans les eaux en bouteille, c'est vrai que c'est une catastrophe. Plus maintenant tout le reste, puisque maintenant il y a des hormones, il y a des pesticides. Enfin, l'eau est devenue, il faut vraiment absolument purifier l'eau d'une manière ou d'une autre pour ne pas se polluer avec tous ces éléments de chimie et de médicaments que contiennent l'eau. Parce que l'eau du robinet qui est par-dessus le marché n'est avec du chlore, et le chlore c'est un produit d'une toxicité terrible, et on ne se rend pas compte de ça, mais on a inversé les valeurs, parce que ce qui compte dans l'eau, c'est sa qualité vivante, alors qu'on en a fait une eau morte, bourrée de chimie, et ça ne peut pas amener la santé. Pareil pour les aliments d'ailleurs. Tous ces aliments qui sont conditionnés, remplis d'additifs, cuits, recuits, enfin bref, c'est devenu une soupe de sorcière, et ça fait perdre toute leur vitalité à ces aliments. Et c'est pour ça que c'est important de retrouver le contact avec la nature et les aliments vivants tels qu'ils sont, non transformés. Donc voilà, donc on en est à l'eau, une eau pure, la plus pure possible, les aliments vivants essentiellement, voilà. Et puis après, on a aussi la philosophie de vie. On parlait du rire, par exemple, ou tu parlais du rire au début de l'émission, mais la philosophie de vie, le stress, tout ça, il faut s'en débarrasser. Et puis on a tout cet environnement donc polluant, électromagnétiquement parlant. Et là, quand on fait de la bioélectronique, Vincent, on en voit directement les effets. Donc oui, donc il faut arriver à contrôler tout ça, ou à essayer de le minimiser au maximum. Mais c'est ça les bonnes habitudes. Je pensais à des choses tout simples, mais je pense que la philosophie de vie, on a tellement été habitué à être stressé, on est un petit peu esclave. Hein. Moi, avant de m'arrêter, d'être dans l'accueil et de découvrir tout ça pas à pas, petit à petit, j'ai rien forcé, hein, tout est venu petit à petit. J'ai vraiment découvert ça à partir du moment où j'ai arrêté de travailler. Mais quand je réalise la vie que j'ai eue avant, je courais à la catastrophe d'ailleurs. Hein, j'étais dans un état de santé lamentable. Je pense qu'on a une vie un peu esclavagiste, tout simplement. J'en avais pas conscience. Et on trouve ça normal. C'est une manière de dire on est bon, on est fort. Enfin, on donne son maximum. On nous pousse à aller toujours plus loin. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est faire les choses pas à pas, agir en conscience. Et pour pouvoir agir en accord avec soi-même, il faut pouvoir prendre le temps. Sinon, on ne peut pas être en accord avec soi-même. Donc, et ça, c'est essentiel. La plupart des gens sont malades beaucoup aussi à cause de stress oxydatif, en fait, créé par des exigences qu'ils ont pour eux-mêmes, sans se rendre compte. C'est vrai. Parce que la société nous a appris à être comme ça. Et oui, c'est tout à fait vrai. Mais ça, c'est depuis l'école. On nous impose de faire des choses parce qu'on nous dit qu'il faut les faire, mais sans plus tenir compte. Est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me correspond? Donc, on est pris dans cette spirale infernale de tout ce qu'on fait pour l'extérieur, mais on perd la vie quand on fait ça. Et on perd la joie de vivre, surtout. C'est vrai. Tout à fait. Il faut que chacun se réveille et prenne sa santé en main. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Et qu'on reprenne les bonnes habitudes de se prendre en main, de s'occuper de soi et de comprendre la valeur de ceux qui nous ont montré la voie, comme Béchamp, justement, qui était quand même un merveilleux précurseur d'une autre façon de voir les choses. Moi, j'ai connu aussi Gaston Naessens, qui a repris ça avec les somatides. Ah oui. Un grand monsieur, je l'ai rencontré. Tu l'as rencontré. Oui. J'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, parce qu'il a trouvé, justement, grâce
au microzyma qu'il a appelé somatide, une autre vision de l'être humain qui lui a donné une perspective d'aider les gens à aider le corps à se guérir plutôt que leur donner des produits extérieurs. Et c'est ça le fond. Tout le problème est là, c'est que la santé ne viendra jamais ni d'une injection, ni d'un médicament chimique, elle viendra de notre mode de vie. Et c'est là que les bonnes habitudes sont importantes pour qu'on apprenne chacun à vivre avec la sagesse du vivant. Et puis de devenir autonome. Être autonome, c'est important aussi. Voilà, un peu de douceur aussi. Parce que qu'est-ce qu'on est exigeant, qu'est-ce qu'on... C'est bien, en tout cas, vraiment, ça fait très plaisir de t'entendre parce que vraiment, je pense que le travail que tu as fait avec Béchamp est capital. Parce que c'est vrai que moi, j'avais vu les gros livres de Béchamp, mais je dois reconnaître que c'était un peu difficile à comprendre. C'est quand même très touffu. Et alors, le fait que tu aies ramené ça à des choses simples, moi, je me suis régalé en lisant ton livre parce que ça se lit comme un roman policier. Et on suit la pensée et on comprend des idées qui, quand elles sont trop compliquées, on n'arrive pas à les... Vraiment, tu as fait un travail magnifique de simplifier et d'amener à l'essentiel de compréhension. C'est passionnant de voir aussi le pléiomorphisme bactérien dont on pourrait parler. C'est le fait que dans la nature, un streptocoque n'est pas toujours streptocoque. Il peut se transformer en staphylocoque, tout change. Donc, on a figé une science matérialiste alors qu'on n'a pas compris ces extraordinaires transformations du vivant qui n'arrêtent pas de s'adapter, d'évoluer pour notre plus grand bien. Il ne faut quand même pas oublier qu'à chaque seconde, on a des milliards de réactions chimiques dans notre organisme. Aucun chimiste ne sait faire ça. Nous, les savants, ils savent faire 2-3 petits bricolages, mais un corps humain, c'est génial. Et c'est pour ça que je trouve que admirer notre corps et comprendre la sagesse de ces mécanismes, c'est le début de la sagesse et de la santé. Tu es d'accord? Absolument, tout à fait. Tout à fait. Eh bien, à propos du polymorphisme, j'avais écouté une conférence parce que j'essaie de voir un petit peu dans la science actuelle quel fil à tirer qui pourrait apporter. Et une conférence de Didier Raoult, dont je parle dans le livre d'ailleurs, dans lequel il disait que pour chaque développement, pour chaque culture qu'il devait faire de virus ou de bactéries, il fallait une recette de cuisine, mais vraiment précise. Et que derrière, on avait du mal à maintenir cette culture. C'est-à-dire que ça finit par se transformer, finit par y avoir, comme ils disent, des contaminations, mais qui ne sont pas des contaminations, qui sont en réalité le polymorphisme, mais seulement ils n'arrivent pas à voir comme ça. Et je me souviens qu'à la fin de sa conférence, il parlait ils avaient reçu tel virus qui lui avait été envoyé, et il a reçu ça, et il dit, mais finalement, ça n'avait rien d'extraordinaire, ce qu'il m'avait envoyé, c'était quelque chose de tout à fait normal. Et je dis, mais est-ce qu'il a seulement pensé, pendant tout le transport, il y avait pu y avoir une transformation? Et plein de choses comme ça, c'est-à-dire que on a une habitude de raisonner qui n'est, voilà, on est dans un mode de pensée. Les scientifiques sont dans un mode de pensée. Et pourtant, Didier Raoult n'arrête pas de le dire, il suffirait de pas grand-chose pour changer de paradigme. Mais j'essaie de le solliciter à lire Béchamp, mais ils ont une vision de Béchamp qui est complètement ostracisée. Ils n'arrivent pas à y venir. Et pourtant, je sens qu'ils seraient pas loin les uns et les autres pour basculer et puis penser un peu autrement. Ça tiendrait à pas grand-chose. Oui, c'est vrai. Alors, heureusement, il y en a qui... Quelque chose en son temps, ça viendra. Il y a Stephen Lanka, qui est un bactériologiste allemand, moi je l'ai rencontré d'ailleurs, qui est justement, lui, il a remis en question toute la virologie. Il y a des gens comme ça qui ont compris que avant, par exemple, lui, il explique très bien, comme Cowan aussi aux États-Unis, que la contagion, c'est d'abord un phénomène électromagnétique. Ah, voilà le livre, le merveilleux livre qu'a fait Brigitte, La compréhension du vivant, Antoine Béchamp. Donc, je vous incite vraiment à le lire. C'est vraiment un livre simple, agréable à lire, mais qui montre une autre dynamique de la vie que justement ce matérialisme qui nous a fait croire à des espèces de dogmes qu'on n'ose pas remettre en question, mais qui ne reposent pas sur les lois du vivant. Et c'est vraiment passionnant de comprendre ça. Stephen Lanka, par exemple, justement, ce qu'il montre très bien, c'est que oui, il y a de la contagion, mais c'est pas que je crache un virus qui va tomber sur ma grand-mère qui est à 10 mètres. Ça,
Ça, c'est matériel. La réalité est tout autre, c'est que nous nous transmettons des ondes. Et si quelqu'un est déprimé, il transmet sa vibration de dépression. Du coup, le niveau de l'autre va baisser. Et quand on baisse en fréquence, eh bien, on s'intoxique parce que le corps n'a plus l'énergie de se dépolluer. Et là, le corps va faire appel aux virus et bactéries pour se réparer, se régénérer. Ce sont nos amis, ce ne sont pas nos ennemis. C'est une vision vraiment passionnante et qui ne peut qu'émerger parce qu'il s'agit qu'on sorte de la militarisation de la pensée qui nous a fait croire dans la peur que l'autre était un ennemi et qu'on comprenne, qu'on regarde les choses autrement. En tout cas, merci infiniment d'avoir présenté tout ça et j'invite tous nos auditeurs à découvrir ce livre qui est vraiment passionnant, La compréhension, qui est édité par Marco Pieter. C'est l'occasion de lui rendre hommage. J'ai beaucoup d'admiration pour Marco Pieter parce qu'il ose publier des tas de livres formidables que les autres éditeurs ont un peu de peine à accepter sur une autre vision de la vie que la peur, le matérialisme et croire toujours que les solutions vont venir de l'extérieur. En tout cas, Brigitte, merci infiniment de ta participation et à une prochaine, certainement. En tout cas, bravo pour tout ce que tu nous as dit de chaleureux, de magnifique et d'éloge, finalement, de l'autonomie. Et je crois que c'est ça qui nous rejoint, c'est de donner aux gens des outils pour aller vers l'autonomie, la joie de vivre et arrêter d'avoir peur et d'obéir à des fous dangereux. Merci infiniment, Brigitte. Merci à toi. Est-ce que tu as un mot de la fin à nous dire? Non, moi, j'espère que des scientifiques auront l'idée de se remettre en question et au moins d'aller y regarder. Moi, c'est toujours la conclusion que j'ai, c'est ce message. Ce message, il est envoyé vers les scientifiques. Et puis, bon, bien entendu, il va être utile à tous les autres qui ont envie de comprendre les choses par eux-mêmes parce que c'est possible. C'est possible. En fait, c'est une leçon de science, hein, ce livre. C'est une leçon de science du vivant. Voilà. C'est à la portée de tout le monde. Merci beaucoup. Merci Brigitte. Très bonne soirée. Merci encore de ta participation. Et à bientôt. Bonne soirée, Tal. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci.